Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité du jour. Ce soir, c'est Gilbert Casamata qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors merci d'avoir accepté cette invitation. On est ici dans votre bureau, dans les bureaux du Press, puisque vous êtes le nouveau président du Press. Alors le Press, qu'est-ce que c'est exactement? Oui, donc pôle de recherche et d'enseignement supérieur. Nous avons choisi un nom très symbolique qui s'appelle Université de Toulouse. Et bien sûr, tout le monde a remarqué que c'était écrit au singulier. C'est donc un rassemblement de l'ensemble des universités et des grandes écoles de la région. D'accord. Ça existe depuis longtemps, ce genre de rassemblement? 3 ans, c'est une des conséquences de la loi sur la recherche et l'innovation qui a mis en place un certain nombre de dispositifs, les RTRA, les presses bien sûr, aujourd'hui on en parle, les pôles de compétitivité, les instituts Carnot. Et quel est l'avantage réellement? C'est de pouvoir avoir une certaine complémentarité entre toutes les universités? Alors, c'est un statut, les statuts sont des fois clairs, ça s'appelle l'établissement public de coopération scientifique, donc il y a le mot coopération. D'accord, donc... C'est-à-dire, on avait un petit nom, on dit faire ensemble ce qu'on fait mieux ensemble que séparément. D'accord. Voilà. Vous personnellement, qu'est-ce qui vous a attiré vers le Press, vers cette présidence? Il faut d'abord savoir que je préside l'INP, l'Institut National Polytechnique, qui est un des 6 membres fondateurs du Press. Et que j'étais déjà en exercice au moment de la création du Press, donc j'en ai suivi toutes les étapes de la création. Voilà, donc j'ai un regard particulièrement vigilant sur le développement du Press. Et après, vous personnellement, faire partie du Press, ça vous semblait une évidence. Une évidence, ouais. Une évidence. Une évidence. Alors, je vais quand même revenir sur tout ce que vous avez pu faire. Alors, c'est assez long, je vais faire ça en condensé. Vous avez été directeur des services de recherche et développement d'industrie de 93 à 95. À l'INP, oui. Voilà, directeur de l'ENSIC, ça se dit comme ça? Alors, à l'époque, ça devait être l'ENSIGC. L'ENSIGC, voilà. Oui. De 95 à 2000. De 2003 à 2005, c'est l'ICSI. Oui. Voilà. Vous êtes médaille de bronze du CNRS, officier vous avez eu des palmes académiques, oui. Voilà. Et puis Légion d'honneur, ça fait beaucoup tout ça. Hein. Oui. Trop, hein. Trop, vous trouvez? Alors, écoutez, je fais partie des gens qui se donnent beaucoup pour la fonction publique et je crois beaucoup aux distinctions républicaines. Voilà. Voilà. Et là, alors, on parlait, nous, en préparant cette interview, on parlait de la Légion d'honneur. Ça a été, c'est le cas de le dire, un honneur de recevoir ça, et vous avez eu l'impression de mériter ce genre d'insigne? Parce que c'est vrai que c'est un vaste débat quand on parle de Légion d'honneur. Ah, le pourquoi moi? Oui, voilà, c'est ça, ce vaste débat. C'est d'abord une immense fierté, et c'est un événement important, c'est un événement qui ne laisse pas indifférent. Je ne crois pas que d'ailleurs quelqu'un puisse être blasé par rapport à ça. C'est une reconnaissance de la République. Alors est-elle due ou indue? Quand on regarde la cohorte des légionnaires, il y a certainement des personnalités beaucoup plus éminentes. Mais bon, c'est finalement une bonne chose que la République sache reconnaître des scientifiques qui se sont investis complètement dans beaucoup de tâches, non seulement individuelles de recherche, mais également des tâches collectives de mise en place de dispositifs, de développement d'établissements. Voilà, c'est cette fonction-là. La personne, après, c'est une autre histoire, mais c'est ce type de fonction qui est reconnu, et voilà, je l'assume très bien. Alors, vous avez été élu le 9 avril. Alors, c'est à la fois une belle date pour vous, et à la fois, ça rappelle cet incendie à l'INSA. Il y a eu un petit peu ces deux moments de votre journée, quoi, ce bonheur, et puis apprendre cet incendie aussi. Oui. Bon, je ne sais pas si une élection est un bonheur, c'était une mission à accomplir. Effectivement, quand très tôt le matin, Didier Marquis m'a appelé en disant « Gilbert, je ne peux pas venir pour cette élection », alors qu'il était bien sûr électeur, et qui me dit « On a eu un accident à l'INSA, une résidence ». J'ai mis du temps à mesurer l'ampleur du drame, parce qu'au moment où il m'a téléphoné, il m'a dit il y a des blessés, hospitalisés, mais enfin il semblait que le bilan humain était raisonnable. À ce moment-là, on ignorait encore l'ampleur du drame, qui nous a été apprise pendant le conseil d'administration par monsieur le recteur. Et là, c'est un choc terrible. Bon, du coup, vous en avez parlé lors de votre petit discours après l'élection. Vous avez fait part de votre émotion? Oui, mais attendez, c'est dérisoire, oui. Même tout de suite après, je suis allé sur le site de l'INSA, j'y ai participé pratiquement toute la journée. Avec des sentiments très bizarres, c'est que, ça faisait quand même du bien à notre collègue Didier Marquis, parce qu'il se sentait un peu soutenu. D'un autre côté, le sentiment d'impuissance.
On est sur une situation où ça ne sert à rien, ma présence. Mais bon, je crois que la solidarité de l'ensemble de l'enseignement supérieur et de la recherche, le groupement d'écoles d'ingénieurs, la Crédige, auquel l'INSA appartient, le presse, tous, nous avons fait les gestes, je crois qu'il fallait, sobrement, et je sais que Didier Marquis nous en est reconnaissant. Alors, on va parler du presse un petit peu. Donc, élection le 9 avril. Quels sont les gros chantiers là, que vous allez avoir à mener? Oui, ce que j'ai dit tout de suite, c'est que, au fond, le presse ne démarre pas le 9 avril. Non. Le presse, nous le construisons depuis 3 ans avec des réalisations marquantes. Certaines sont achevées, d'autres sont en cours. Donc, il y a une vie du presse, il y a des chantiers importants qui se déroulent en ce moment. Donc vous vous inscrivez dans la continuité? Ah, complètement. Ouais. J'ai toujours dit, le presse allait bien, il va bien, il travaillait, il travaillera. Et donc, nous allons continuer avec, bien sûr, en ce moment, un enjeu majeur. Ça s'appelle le grand emprunt. Parce que c'est un concours national, que les délais seront très courts, entre le moment où l'appel d'offres sera lancé, de manière séquencée d'ailleurs entre mai et juillet. Mais bon, les délais courts, et donc le site toulousain a un enjeu immense, une responsabilité, parce que vu l'excellence scientifique de ce site, nous ne pouvons pas échouer. Ça met, comme on dit, la pression. Oui, voilà. Le plan campus aussi, vous en avez parlé, en parlant de continuité. Alors, pour le coup, ça faisait partie des dossiers que je n'ai pas cités. Le plan campus est effectivement un des gros dossiers, une des grosses réussites du presse, puisque nous avons été lauréats du plan campus, que c'est un plan campus qui a 2 formes, c'est-à-dire la dotation spécifique du Mirail dans le cadre de ce qu'on appelle un PPP budgétaire, et puis la dotation dans le cadre vraiment du plan campus, dans le cadre aussi d'un PPP de la part de l'État, complété par la contribution des collectivités qui est notable. Voilà, avec un chantier immense, des dossiers très techniques, la mise en place des fameux PPP, c'est-à-dire les participations publiques-privées, c'est quelque chose de nouveau pour tout le monde. On apprend. Et je peux dire que le presse de Toulouse le fait très bien, très vite. Et on est sans doute un presse exemplaire de ce point de vue, du point de vue du respect des calendriers, de la signature des conventions entre les partenaires. Voilà. Tout ça. Là, pour le coup, là, vous vous inscrivez dans la continuité, là aussi, sur complètement, beaucoup de dossiers. Complètement. Il y a aussi le campus d'excellence. Alors ça, c'est le dossier grand emprunt. Voilà, alors ça, c'est là, c'est le dossier chaud du moment. Le dossier chaud, ouais. C'est le dossier chaud du moment, un dossier très complexe. Pour expliquer un petit peu ce que c'est, parce que ça pourrait paraître un petit peu flou pour les téléspectateurs qui nous regardent. Oui, je vais essayer. Alors, si vous voulez, depuis la loi sur la recherche, les différents ministères de l'enseignement supérieur et de la recherche ont cherché des dispositifs permettant de rehausser le niveau des universités, d'amener la recherche à un niveau d'excellence, avec le sentiment que la France était en train de prendre un peu de retard. Par rapport à l'Europe, par rapport aux États-Unis aussi, par rapport à tout le monde? Oui, avec une dynamique sans doute moins rapide que d'autres pays. L'Allemagne a lancé un plan d'excellence, la Grande-Bretagne, on était toujours honorablement classés, mais peut-être pas tout à fait à notre rang. Il y a une idée d'harmonisation aussi à travers ça, avec les autres pays, je veux dire. Je ne suis pas sûr qu'on puisse faire du copier-coller de système universitaire. Et ça, c'est la fausse bonne idée. Du genre, on voit le modèle américain, il marche bien, alors vous avez qu'à prendre la photo et puis vous l'amenez chez nous. Eh bien ça ne marche pas. Les universités sont des structures à la culture profonde, fortement ancrées dans la culture même du pays, et on n'invente pas un modèle comme ça en disant « faites comme les autres ». Et d'ailleurs, chaque modèle universitaire est différent. Alors quel doit être le modèle français ? Le modèle français, il doit d'abord respecter la démocratique des universités. C'est-à-dire qu'il faut que toute innovation, tout changement soit complètement approprié par l'ensemble des populations. Nous avons, je vais te dire ça parce qu'on ne s'en rend pas compte, nos techniciens, nos administratifs, nos personnels de service, nos chercheurs, nos enseignants-chercheurs sont sollicités très fort depuis le début de cette réforme. Tous les 6 mois, il y a une réforme différente. Il faut s'adapter à des systèmes différents. Et ils répondent admirablement. Je dis, ils sont très sollicités. Et donc, il faut comprendre qu'un système doit être parfaitement approprié. Il faut que l'ensemble des ayants droit, c'est-à-dire tous les gens qui travaillent dans l'université et les étudiants, comprennent bien le pourquoi
est-ce qu'une réforme est bien fondée, quelles conséquences elle a. Et donc, cette structure profondément démocratique, c'est une des signatures de l'université française. Vous pensez qu'il faut qu'il y ait plus de communication à l'intérieur de tous ces services, voire même avec les étudiants aussi? Oui, alors là, effectivement, je dis que le presse va bien. Simplement, il n'y a que ceux qui sont dans le presse, et peut-être même qui sont dans le management du presse, qui le savent. Et nous avons souffert, je crois, c'était d'ailleurs un défaut très toulousain, je ne sais pas pourquoi. On travaille beaucoup et on s'aperçoit qu'à l'extérieur, notre image est toujours floue. Et donc, nous avons un travail de communication important. Je crois que c'est un des chantiers. C'est faire savoir ce qu'on est réellement. Écoutez, j'espère qu'on aura au moins expliqué quelques points. Ça va très vite, ça fait déjà 10 minutes qu'on discute. Donc merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation.